Malheureusement beaucoup d'émules, peut-être Alain Figueroa, qui croient que les camps fournissent la vérité du monde moderne. Jamais elle n'a dit cela. Jamais elle n'a dit cela. Ce qui est intéressant chez Hannah Arendt, c'est sa capacité, si vous voulez, à la fois de faire une critique radicale et extrêmement profonde du totalitarisme et de regarder avec une lucidité sans faille la société de consommation. C'est ça, et ça c'est sa force. Elle refuse d'en rester à cette opposition sur laquelle s'est fondée toute une partie de la pensée à partir dès les années 70, c'est-à-dire face au totalitarisme, la démocratie sous laquelle nous vivons est sans défaut. Non, dit Hannah Arendt, mais pensez que Hannah Arendt était une patriote américaine qui, à grand étonnement de Lévinas d'ailleurs, chantait l'hymne national américain à gorge déployée. Oui, mais... Elle a fait un éloge qui choque beaucoup d'ailleurs de Français de la Révolution américaine, par opposition à la Révolution française. Elle est inscrite, si vous voulez, dans la démocratie, mais elle s'interroge sur le devenir de nos sociétés à l'âge moderne, oui, et mais d'accord. Mais on va écouter confusion. Mais oui, d'accord. La révolution américaine de Zarka tombe à plat. Oui. Là, discutons entre nous. La révolution américaine n'a pas supprimé l'esclavage. Il a fallu une guerre civile terrible entre Américains, alors que la révolution française a aboli l'esclavage. D'accord, mais vous citez des textes d'Hannah Arendt dans lesquels elle ne voudrait pas qu'on donne un certain nombre de droits aux enfants ou aux héritiers des Noirs américains, c'est ça? Alors si, il y a la lettre à Catherine Sainz de 68, décembre 68, où elle ironise sur ce qu'elle appelle notre spécialité, the Negro Question, la question noire. Raciale. Et elle considère qu'admettre des étudiants noirs constitue dans les universités une grande menace contre nos établissements d'enseignement supérieur. Si, elle le dit. Enfin, c'est pas possible. Elle le dit. Vous n'allez pas faire une raciste, enfin, c'est incroyable. Écoutez, elle était contre la politique de busing, mais laissez-moi parler. Mais non, mais enfin, pas pour dire n'importe quoi. Non, faites-en une nazie pendant que vous y êtes, on sera tranquille. Pas. Et j'espère que le prochain livre, ce sera sur Lévinas, parce que celui-là aussi, il faut aller le chercher. Et Jonas, et Patočka, tous ces Heidegger. Eh bien, vous reviendrez Vous nazifiez toute la pensée du XXe siècle. Jonas et Lévinas, c'est tout à fait autre chose. Ah bon? Et pourtant, ils sont aussi Heidegger. Est-ce que vous n'en faites pas une nazie? Il faut pas aller. Non, mais écoutez. Mais si, il en fait une nazie. Non, je n'en fais pas une nazie. Par contre, le problème par un philosophe nazi, c'est que Arendt a une conception ethnique. Excusez-moi. Arendt a une conception ethnique de l'être humain qui est potentiellement raciste. Je lis ce qu'elle dit à Jaspers le 13 avril 61. Elle sort du procès Eichmann et elle dit ceci. En haut, les juges, l'élite du judaïsme allemand. En dessous, les procureurs des Galiciens, mais toujours des Européens. Le tout organisé par une police qui n'est pas rassurante, qui ne parle que l'hébreu et a le type arabe. Et elle continue, ils obéissent à n'importe quel ordre, et elle dit aux portes, la populace orientale, ou si on était à Istanbul, ou dans un pays semi-asiatique. Donc elle a vraiment une ethnicisation. D'accord. Est-ce que vous dites ici, est-ce que vous accuseriez, attention, Hannah Arendt d'être raciste? Bien sûr. Je dis qu'elle a une conception, je vois d'après les textes, qu'elle a une conception ethnique. Vous citez une lettre. Hannah Arendt a été sioniste à une certaine époque. Elle a critiqué le sionisme. Elle a même travaillé en France dans un bureau parce que le sionisme reposait, selon elle, sur une conception trop ethnique de la nation, et elle était favorable à tous les règlements de paix avec le monde arabe, à l'insertion d'Israël dans ce monde-là. Donc faire de Hannah Arendt, à partir d'une lettre à Jaspers, une raciste, ce n'est pas du tout de la philosophie, et ça n'a plus rien à voir avec tout son héritage intellectuel. Citons par exemple les origines du totalitarisme. À propos des tribus, des peuples africains, elle écrit « Ces tribus sauvages vivent et meurent sans avoir contribué d'aucune manière à un monde commun.
Donc elle les sort de l'histoire, elle les sort du politique. Mais vous attaquez Hannah Arendt. Elle pense qu'il ne faut pas, aux États-Unis, au moment des luttes pour les droits civiques, elle pense qu'il ne faut pas, comme le voulait le gouvernement fédéral, faire que les écoles s'ouvrent aux enfants noirs. Il y a des positions qui sont dures. Et un livre est paru en 2014 de Catherine Gines, qui s'appelle Hannah Arendt and the Negro Question, qui est très lu aux États-Unis. Aucun compte-rendu en France. J'ai essayé de le faire traduire, je me suis heurté à un mur. Je pense qu'il y a vraiment un problème. Arendt n'est pas une humaniste, elle n'a pas une conception universaliste de l'espèce humaine. Elle fragmente l'humanité en communautés politiques, réservées à un petit nombre. Elle dit que l'humanité est une communauté des exceptions. Ce qui fait l'humanité, c'est la pluralité humaine. La pluralité, c'est le fait que nous sommes tous pareils et tous différents. Tous pareils et tous différents. Tous pareils et tous différents. Où est la hiérarchie raciale? Elle n'est nulle part. Mais est-ce que finalement vous avez des lectures complètement différentes, peut-être des mêmes textes ou de textes différents de la même philosophe? Mais vous, pourquoi chez vous il y a cette obsession lancinante contre Heidegger? Oui, je n'ai pas d'obsession. Ma spécialité comme philosophe, c'est plutôt la pensée humaniste. D'accord. Pourquoi Qu'est-ce qu'il représente pour vous? J'ai eu, comme la plupart de ma génération, au lycée, à l'université, la moitié de mes professeurs qui étaient heideggeriens, et il y avait toujours ce chantage à la pensée. On me disait, quand je ne souscrivais pas à la lumière de l'être, que je n'avais pas encore appris à penser. Donc c'est un règlement de compte Non, je permanent. voudrais défendre la pensée en disant que nous n'allons pas prendre comme paradigme, comme modèle de la pensée, les œuvres de quelqu'un qui, aujourd'hui, on le sait, dès 1933, appelle ses étudiants en philosophie à exterminer totalement l'ennemi intérieur. Vous dites la Vernichtung, l'anéantissement, l'extermination. Je ne sais pas comment, Alain Finkielkraut, vous pouvez supporter de tels textes, mais en 1941, c'est le moment où commence l'extermination sur le front de l'Est en Ukraine. Et que dit Heidegger? Il dit que l'acte le plus haut de la politique, c'est de contraindre l'ennemi à sa propre auto-extermination. Donc il légitime la Shoah. Oui, mais Heidegger, ce n'est pas Hannah Arendt. Et Hannah Arendt n'est pas Heidegger. Mais vous dites à la fin. Il faut les distinguer. Vous dites qu'il l'a trop influencé. Et est-ce que ça veut dire aussi que Heidegger est trop enseigné aujourd'hui dans les universités françaises et qu'il a trop de place et d'influence? Il y a quelque chose pour Arendt. Je voudrais dire quand même, il y a une toute période. Non, mais je reviens comme sur Arendt, où elle est extrêmement intéressante. C'est dans ces années parisiennes et au début des années new-yorkaises, des années 35 à 45, elle développe une pensée, une critique de l'antisémitisme en Allemagne qui est très remarquable. Malheureusement, elle critique même Heidegger en 46. Malheureusement, à un moment, elle se laisse capter par cette vision. Elle le revoit, mais en 69, quand il a 80 ans, qu'est-ce qu'elle fait? À l'occasion de son anniversaire, un éloge qui fait du mal à Alain. Est-ce qu'elle a trop d'influence sur les intellectuels français, européens? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc je reconnais qu'il y a un moment intéressant chez Arendt. Ce que je regrette, regardez comme il souffre. Et bien sûr, la question n'est pas de savoir si elle a de l'influence ou pas de l'influence. Il y a des livres que l'on tient toujours ouverts devant soi, comme disait Ricoeur, et pour moi, comme pour d'autres essayistes, philosophes, intellectuels, personnes cultivées, les livres de Hannah Arendt appartiennent à cette catégorie, ainsi que, par exemple, essais et conférences de Heidegger. Attendez, quelques questions rapides. Attendez, tous les deux. Vous lisez l'allemand? Oui. Et vous? Non. Je ne lis pas l'allemand. Et alors? Non, il y a peut-être des inédits, des lettres, des documents. Il ne s'agit pas des lettres, il s'agit de l'œuvre. La question est, vous, Alain Finkielkraut, vous lisez l'œuvre. Est-ce que vous continuez à voir Hannah Arendt comme l'icône de la politique, de la morale, de la culture, de la même manière, ou à travers ce qui se dit et s'écrit, vous réviserez d'une certaine façon le jugement et la place d'Hannah Arendt dans la philosophie et l'influence des contemporains? Hannah Arendt n'a jamais été pour moi une icône. On ne pense pas avec des icônes. Penser, ce n'est pas se laisser soumettre, ensorceler, envoûter. Penser, ce n'est pas s'agenouiller. Je pense avec
Hannah Arendt, et je continuerai de le faire. Quant à Heidegger, Lévinas disait que nous avons une dette envers lui, et Lévinas ajoutait que nous acquittons à regret. Le regret augmente encore quand on lit, enfin ce qu'on a lu, parce qu'on n'a pas tout lu, des Cahiers noirs, reste que la réalité est là. Mais en effet, je continue à avoir besoin de Hannah Arendt pour m'orienter dans le monde, pour penser la réalité dans laquelle je vis. Je crois que sa critique de la société de consommation, telle qu'elle se déploie dans Conditions de l'homme moderne, est d'une valeur inestimable. Vous avez besoin d'Hannah Arendt, mais est-ce que, pour penser, est-ce que vous nuancerez votre jugement à partir de tous les documents qui sont traduits ou qui apparaissent aujourd'hui? Je ne vois pas quels documents la compromettent. Je ne pense pas qu'Hannah Arendt ait voulu calomnier les Juifs, les victimes. Je vous ai expliqué pourquoi. J'avais déjà de fortes réticences à l'égard de son livre sur Eichmann. Je considère que Les origines du totalitarisme est une œuvre majeure, donc, et son lien avec Heidegger était connu avant l'apparition du livre d'Emmanuel Faye. Mais là, il y a sa nazification par Heidegger, c'est une thèse à laquelle, effectivement, je ne concède rien. Ouais. Oui, moi je regrette que, Alain Finkielkraut, vous soyez choisi de mauvais maîtres, parce qu'il y a aujourd'hui des grands philosophes au XXe siècle de la culture, comme par exemple Ernst Cassirer ou Hans Blumenberg, et Arendt n'apporte pas à la culture. Elle explique que la culture, c'est choisir ses amis, c'est extrêmement sélectif. C'est magnifique. C'est sélectif. C'est sélectif. Mais vous pensez que la culture, c'est pas sélectif? C'est choisir sa compagnie parmi les vivants et les morts. C'est comme ça qu'elle termine Mais chez elle, malheureusement, ses amis, ce n'est pas Cassirer, c'est Heidegger. Ses choix sont extrêmement partials et des choix que je ne suivrai pas. Est-ce qu'il n'y a pas un peu, est-ce qu'il n'y a pas, pardon, hein, je ne vous vise pas directement, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu d'antisémitisme caché? C'est ceux qui attaquent Hannah Arendt. En lui trouvant une jonction avec le nazi. Ce serait plus que dur si vous souteniez quelque chose comme ça. Je serais obligé d'être extrêmement heurté parce que je dis bien que Arendt est du côté des victimes. Je n'ai aucun jugement négatif sur sa personne. C'est une femme énergique et courageuse. Ce que je regrette, c'est qu'elle se soit mise, comme elle le dit, dans les pas de Heidegger qui voulait démanteler la philosophie. Mais elle reste une grande philosophe, une grande figure de la philosophie. Écoutez, elle-même explique que la philosophie a disparu, qu'il faut la démanteler, c'est ce qu'elle dit dans La vie de l'esprit, son testament intellectuel. Elle est donc anti-philosophique. Elle reprend exactement comme Heidegger l'opposition entre un pensée mythifié et toute la tradition philosophique qu'elle estime terminée. Moi, je pense que la tradition philosophique, c'est l'évolution, c'est l'émancipation de l'être humain dans son universalité. C'est ça que nous devons défendre aujourd'hui. Et nous devons faire attention à ne pas choisir des maîtres qui nous amènent vers une humanité brisée, voire une humanité exterminée. Est-ce qu'Emmanuel Faye dit il faut, bon, Heidegger, on a compris, boycotter ou réduire l'influence? Non, c'est pas mon thème. Et Hannah Arendt non plus. Je fais en ce moment un séminaire sur la crise de la culture à mes étudiants de master. Je pense qu'au niveau master, on peut lire Arendt de manière critique. Je dis qu'il faut introduire un esprit philosophique et critique dans la lecture de Arendt. Il ne faut évidemment pas cesser de la lire. Il faut la lire. Très bien. Mais en revanche, je vous dis, et c'est la dernière phrase de son livre, Emmanuel Faye, le temps est venu qu'Heidegger, cette idole, se brise. Peut-on piétiner, briser les tôles et protéger Hannah Arendt? Hannah Arendt comme avocat de Heidegger, je ne la défends pas. Certainement. Mais Hannah Arendt comme philosophe, oui. Non, pas comme philosophe, comme témoin des drames du XXe siècle, oui. Oui. Et Alain Finkielkraut, est-ce qu'il faut briser l'idole Heidegger? Ce qu'il en reste. Heidegger, pour un philosophe digne de ce nom, n'est pas une idole. Un philosophe n'a pas d'idole. Et quant à Hannah Arendt, certes, elle était engagée dans une entreprise que Derrida a appelée ensuite la déconstruction. En effet, c'est vrai, mais alors à ce moment-là, il faut s'attaquer à Derrida aussi, un autre penseur juif contaminé. Il disait qu'Heidegger, c'est son contremaître. Oui, mais enfin bon, il lui doit énormément, notamment le terme de déconstruction, mais le penseur majeur que Hannah Arendt a su opposer à Heidegger, c'est précisément Kant, parce que, ce qui est passionnant, si vous voulez, Heidegger
pour Hannah Arendt, c'est aussi l'homme qui n'avait aucun sens de la politique. Et elle a voulu, contre Heidegger, réhabiliter l'espace public. Le domaine public, c'est une lumière qui obscurcit tout. Elle a fait une réflexion sur la vita activa, sur la vie politique, qui était sa réponse à Heidegger. Donc, elle avait une dette très forte envers lui, mais toute une part de sa pensée, notamment la condition de l'homme moderne, est construite contre ce qui lui apparaissait les faiblesses, les manques, les aveuglements de Heidegger. Arendt envoie Heidegger, Condition de l'homme moderne, en disant « ce livre te doit à peu près tout, à tous égards ». Et c'est vraiment, Arendt a introduit Heidegger dans les sciences politiques explicitement. Elle n'est pas du tout critique. Mais vous disiez que Heidegger ne doit pas être une icône. Sur ce point, nous sommes d'accord. Malheureusement, Arendt en a fait le roi secret de la pensée. Et c'est ce point-là sur lequel je ne suis pas effectivement d'accord. Voilà, vous avez critiqué, mais vous n'avez pas accusé Hannah Arendt. Sur le plan personnel, vous n'étiez pas un accusateur, et vous avez été un brillant défenseur. Brillant, je ne sais pas. Bon, un défenseur. Et vous voulez, dites-vous, mais c'est bien, parce que c'est ça, la réflexion, d'autant plus que le débat a lieu partout. Je le dis en Russie, notre fois on parle de ce qui se passe en Russie à propos d'Heidegger. Mais vous voulez, dites-vous, apporter aux études sur la philosophe Hannah Arendt un nouveau discernement critique et une nouvelle base de discussion. Eh bien, merci à vous deux d'avoir participé à ce lancement de la discussion sur ces deux philosophes dans Bibliothèque Médicis avec nous. Et écoutons peut-être Hannah Arendt, si vous le voulez, en attendant Georges Vigarello qui va nous rejoindre. Hannah Arendt elle-même, à propos de ses écrits du procès Eichmann, c'est une interview à la télévision allemande. Cette controverse était due en partie au fait que j'avais attaqué la bureaucratie. Si l'on attaque une bureaucratie, il faut s'attendre à ce qu'elle se défende, qu'elle vous attaque, qu'elle essaie de vous rendre la vie impossible. Cela, je pouvais le comprendre, parce que des Juifs ont été offensés, et par là, je veux dire des personnes que je respecte vraiment et que je peux comprendre. Ce que je voyais, c'est qu'Eichmann était un clown. Eichmann, for instance, was bothered never by anything which he had done to the Jews. Eichmann, par exemple, ne s'est jamais reproché ce qu'il avait fait aux Juifs. Il se reprochait un incident. Il avait giflé le président de la communauté juive de Vienne pendant son interrogatoire. C'est la grande philosophe Hannah Arendt. Vous avez entendu Emmanuel Faye et Alain Finkielkraut. Chacun a une image, une idée réelle ou imaginaire d'Hannah Arendt. Mais, Georges Vigarello, merci d'être avec nous. Vous allez parler des émotions. Évoquer des philosophes dans un contexte historique et actuel, ça déclenche aussi des émotions. Ben oui, non, ce qui est passionnant dans ce que nous avons entendu, c'est que dans ces échanges, l'émotion était terriblement présente. Elle était même très forte. Et je pense que ça renvoie aussi à une question qui est historique. Parce que ce qui s'est produit dans les années 30-40 est absolument fondamental dans la manière dont l'humanité peut se penser. Et donc ça déclenche évidemment une inondation d'émotions, de tensions, et nous l'avons senti tout à l'heure dans l'échange qui a eu lieu. D'autant plus que ces moments très forts liés aux tragédies du XXe et du début du XXIe siècle, on vit avec. C'est pas par plaisir de rabâcher le passé que on en parle dans Bibliothèque Médicis, c'est parce que c'est des émotions qui sont portées et actuelles. Ça traverse notre psychologie, ça traverse notre tête, ça traverse nos échanges sociaux, bien entendu, et ça joue aussi sur la façon dont nous pensons le monde aujourd'hui. Alors, vous êtes un familier de Bibliothèque Médicis, je m'en réjouis d'ailleurs, c'est pour notre plaisir que vous êtes là, avec Alain Corbin et Jean-Jacques Courtine. Le trio s'attaque, je ne sais pas, à l'imperceptible ou douloureux, comme le propre et le sale, l'histoire de la virilité, du corps, l'histoire du silence tout récemment. Et l'ambition est à la mesure des émotions. Depuis l'Antiquité,
jusqu'au XXe siècle, ou à l'aube du XXe siècle, il y aura un troisième tome. Là, il y en a deux. Une émotion, est-ce que ce n'est pas une notion insaisissable? Alors, c'est une notion insaisissable, et en même temps, c'est une notion qui se voit, qui se perçoit, et qui se vit aussi de l'intérieur. Donc, notre question, elle était très simple, et en même temps, évidemment, un peu difficile, mais on avait beaucoup de collaborateurs. Notre question, c'était la suivante. Aujourd'hui, à l'évidence, nous vivons des émotions qui sont fortes. Et on le voit très bien dans les échanges sociaux, on le voit très bien dans les échanges individuels. Définissez-moi l'émotion telle que vous la concevez. Alors, l'émotion, évidemment, ça a déjà plusieurs définitions, mais à la base, c'est un choc. C'est un choc. C'est le fait de ressentir quelque chose qui vous bouleverse, si vous voulez, et qui a une sorte de force d'ébranlement. C'est ça, essentiellement. Alors, évidemment, ensuite, cet ébranlement, il peut voyager. Il peut voyager à l'intérieur des individus, il peut s'affaiblir, etc. À travers le temps aussi, à travers le contexte, à travers l'histoire. C'était ça, notre question. Nous sommes partis de cette idée qu'il y a des phénomènes qui ébranlent les individus. Et du coup, dans l'histoire, comment ça se passe? Est-ce que les ébranlements sont différents? Est-ce que les objets qui ébranlent sont différents? Les réponses? Il y a une question historique fondamentale, je trouve. Oui, mais jusqu'à présent, c'était les philosophes et les psychologues qui s'en préoccupaient. Là, les historiens, parfaitement. Les historiens. Et vous dites que en France, le mot émotion apparaît au XVIe siècle. Ça apparaît au XVIe siècle. Je me suis beaucoup intéressé à cette question, ce qui ne veut pas évidemment dire que l'émotion n'existait pas. Bien sûr, ça on ne le disait pas. Ça portait d'autres mots, patio, affectus, ce que montre très bien d'ailleurs. Dans certains cas, c'était mal porté. C'était mal porté. Vous le montrez. Vous dites chez les Romains et les Grecs, ces affects, c'est Jean-Pierre qui le soulignait. Oui, ça affaiblit. Oui, ça mais en même temps, c'est compliqué parce que l'émotion. Il faut laisser les larmes aux femmes et aux lâches, disait Platon. Bien sûr, mais l'émotion, c'est aussi dans certains cas une façon de montrer le pouvoir. Je pense, puisqu'on parle de la Grèce, je pense par exemple que le pouvoir grec ne peut pas se manifester en dehors de la colère. C'est un sujet passionnant parce qu'on voit très bien que la colère, aujourd'hui, elle n'est pas forcément, je dirais, manifestée par le pouvoir. Vous voyez, le pouvoir, au contraire, doit négocier. Il doit montrer une certaine douceur, il doit montrer de l'adaptabilité. Or, c'est intéressant de voir pourquoi cette colère était fondamentale dans les époques anciennes, parce que je pense qu'il y avait une très grande asymétrie entre les sujets. Et que, au fond, ceux qui subissaient la colère, il la trouvaient légitime, et dans une certaine mesure, ils tendaient d'y répondre. Vous voyez. Alors, avec le temps, exprimer des émotions, vous montrez que c'est devenu possible longtemps, les larmes ou le rire, etc. C'était plutôt caché, ça se faisait, ça existait. Est-ce que vous êtes arrivés tous, avec les chercheurs et avec Alain Corbin et vous, à trouver les premiers qui ont utilisé en France le terme émotion? Ah, tout à fait, tout à fait. Très précisément, 1535, dans un texte français, émotion, alors qu'auparavant, il y avait des termes proches, par exemple, esmouvoir. Mais c'est très intéressant comme terme, parce que esmouvoir, ça voulait dire quoi? Ça voulait aussi dire se déplacer. Donc ça renvoie à l'idée qu'il y a bien quelque chose qui est de l'ordre d'un choc, mais avec du mouvement, qui crée un mouvement intérieur. Avec du mouvement intérieur, vous voyez. Et ce qui est passionnant dans cette histoire, c'est que progressivement, ce mouvement intérieur a été perçu comme non plus directement physique, mais comme étant, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, plus subtil, plus fin, psychologique. Et notre histoire, c'est quand même très fondamentalement celle-là, ce n'est pas que ça, mais c'est celle-là, c'est de montrer comment des émotions qui étaient absolument fondues, centrées, complètement immergées dans le physique, se sont progressivement déplacées pour devenir plus intellectuelles, plus subtiles, plus euphémisées. Et plus exprimées. Et plus difficilement exprimées. C'est ça qui est intéressant, avec des mots qui se nuancent. Mais vous voulez dire, vous allez donner des exemples, mais vous voulez dire qu'aujourd'hui, on se retient davantage? Je veux dire qu'aujourd'hui, il y a deux phénomènes. Il y a celui que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire il y a une forme de pudeur, qui consiste à cacher davantage. Alors que tout est transparent, qu'on raconte tout, sur tout, le plus intime, mais en même temps il y a la pudeur. Il y a une pudeur, évidemment. Bon, mais deuxièmement, il y a aussi une extraordinaire nuance dans le type de l'émotion, vous voyez. Et par exemple, il y a 1000 façons d'exprimer l'amour, il y a 1000 façons de manifester l'amitié, il y a des degrés différents qui n'étaient pas pris en compte auparavant. Et puis, il y a aussi, je trouve, une manière d'accepter le fait d'en parler, ce qui auparavant était beaucoup plus fermé. Alors à partir du XVIIIe siècle, vous montrez que ça devient plus facile. Émerge ce que vous appelez, vous allez me dire ce que ça veut dire, le moi météorologique. Alors il y a des textes que je trouve moi remarquables dans ce deuxième volume. Qu'est-ce que c'est que le moi météorologique? C'est un moi, c'est-à-dire un sujet, qui est beaucoup plus sensible à l'ère du temps, qui considère que le climat peut influencer la façon dont il se perçoit, et surtout, et c'est ça qui est fondamental, parce que ça montre précisément l'enrichissement du psychologique, et surtout, qui pense que si il analyse mieux,
les effets que le climat provoque, les effets que les ambiances provoquent, il va finir par mieux se connaître. Donc c'est ça l'ambition. C'est l'interaction. C'est-à-dire l'émerveillement, le frisson de celui qui observe un coucher de soleil, le mouvement des marées, je ne sais pas, ou des océans, ou la délicatesse d'un sourire ou d'une peau, ça a des conséquences pour soi-même. Ça a des conséquences pour soi-même et ça a des conséquences sur la connaissance de soi-même. Donc le journal intime, qui est très bien évoqué dans le deuxième volume, que certains ont appelé le baromètre de l'âme. C'est-à-dire finalement, à travers le journal intime, on arrive à nuancer un certain nombre... Et il y a beaucoup de journaux intimes. Et il y en a énormément. On arrive à nuancer davantage ce qui est éprouvé. Oui, mais qu'est-ce qui est original dans le journal intime? C'est que le premier journal intime, il apparaît très tard. Il apparaît seulement dans les années 20 et les années 30 du 19e. Et c'est quoi? C'est une façon de travailler sur sa propre singularité. Voyez, le journal de Montaigne, qui est magnifique, qui date de la fin du XVIe siècle, c'est à la fois quelqu'un qui parle de soi, mais qui parle de soi au titre de la connaissance. Oui, ça a été le cas avec Montesquieu, ça a été le cas avec Stendhal, voilà. Le journal. À travers ça, on connaît l'humanité. Oui. Alors que dans le journal intime, c'est l'immense invention, et c'est ce qui fait l'originalité de l'émotion, le journal intime du début du 19e, c'est se connaître soi-même, c'est aller au fond de la singularité. Alors, un mot sur Benjamin Constant, qui est magnifique. Benjamin Constant dit, mais si mon livre venait à être lu, Adolphe, si mon livre venait à être lu, on considérait que je suis fou. Vous voyez, il y a bien un travail sur la singularité. Alors c'est donc dans la littérature que les émotions vont exploser. Entre autres, oui. Avec Jean-Jacques Rousseau, les Confessions, avec Goethe, Werther, avec le romantisme qui naît, les poètes, on va en citer quelques-uns, Verlaine, Rimbaud, Lamartine Musset, Alfred de Vigny, moi Stendhal, pour qui vous dites les beaux paysages ressemblaient à un archer qui joue sur l'âme. Et même Balzac, pourquoi vous citez Balzac? Pour la recherche de l'intime? Parce que Balzac est quelqu'un, à travers certains romans, qui s'est vraiment interrogé sur la psychologie de l'individu. Et Balzac, pour prendre un exemple tout à fait, à mon avis, canonique, à travers le Père Goriot. Que nous dit Balzac? Balzac nous montre que le Père Goriot, à la maison Vauquer où il loge, le Père Goriot a pour premier réflexe de ne rien montrer. C'est le bourgeois qui ne laisse pas apparaître sa psychologie. Et en fait, deuxième versant, c'est quelqu'un qui, je dirais, s'épuise jusqu'à se tuer pour ses propres filles. Et en même temps, on voit tous les personnages de la comédie humaine. Voilà, avec l'affect intense. C'est ça que Balzac invente aussi. Pourquoi vous estimez qu'en matière d'émotion, il y a un avant et après la Révolution française? C'est parce qu'il y a eu les joies de ceux qui ont créé la liberté et la frayeur de ceux qui ont été guillotinés. La Révolution française, ça renvoie à une notion dont nous n'avons pas parlé jusqu'ici et qui est celle de l'émotion collective. Vous voyez? Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je pense qu'il y a une accentuation de la sensibilité au XVIIIe siècle, ce que nous avons évoqué, une accentuation de la sensibilité, le fait de moins supporter certaines choses, de manifester davantage la souffrance, par exemple, ou les déséquilibres intérieurs, et le tout allant dans une convergence collective, qui fait que, collectivement, il y a des choses que l'on supporte moins. Mais par exemple, ce qui s'est passé en France, après les attentats de Charlie. C'est un exemple. Oui, où il y a cette émotion et je trouve que c'est très sincère, collective. Voilà. Et c'est très important dans le cas de l'émotion de voir à la fois qu'il y a un versant qui est individuel et que ce versant individuel, il progresse, il s'approfondit, il se nuance, et il y a un versant collectif. Georges, à partir de quel moment le mot, c'est drôle, mais on le cite, le mot papa est-il employé et il va commencer à se généraliser? Alors, j'aurais du mal à répondre sur le mot précis, mais ce que je peux dire, c'est que l'univers familial, dans le sens d'un lieu qui renvoie à de la chaleur, à de la relation approfondie, ça c'est quand même le XVIIIe siècle. En revanche, un mot encore, c'est que dans le premier volume, les médiévistes ont parfaitement montré que contrairement à ce que nous avons tendance à penser, le monde du Moyen-Âge, c'est pas du tout un monde où il y a des relations familiales dures, où il y a des relations qui sont au fond indifférentes. Au contraire, c'est aussi un monde de chaleur. Mais la grande chaleur, la véritable invention de la famille, c'est le XVIIIe siècle. Alors, et dans vos recherches, vous tous, où vous trouvez tous les signes, les preuves de ce que vous appelez les émotions? Vous avez dit les journaux intimes, les correspondances. Oui. Mais dans ces conditions, c'est surtout ceux qui étaient, vous ne trouviez pas ça chez les pauvres ou les analphabètes ou les gens
qui n'avaient aucune culture. Mais comment alors? C'est une très grande question, parce que dans une partie absente. Mais bien sûr. Ou une partie qui pourrait être absente. Pendant très longtemps, les acteurs ne sont pas ceux qui parlent, mais ce sont ceux dont on parle. Donc là, bien sûr, il y a une certaine faiblesse. Mais vous savez, il y a une faiblesse générale. Dans le projet que nous avons, qui consiste à essayer de voir comment dans l'histoire les individus se sont éprouvés, c'est un projet très important, qui montre comment les gens se ressentaient. Dans ce projet-là, on voit bien que les témoins ont du mal à dire. Donc il faut trouver des témoignages indirects. Je pense à un exemple. Croisé. Oui. Mais je pense à un exemple qui est très parlant. Les barbares. Les barbares n'ont pas d'écriture, ou très peu. Et Brogniot Dumézil fait un texte absolument magnifique à mes yeux, où il montre comment, en travaillant sur les tombeaux des barbares, on voit que les grands chefs, par exemple, ont les armes à l'intérieur du tombeau. Mais certains d'entre eux commencent à avoir des instruments de musique. Et vous, les historiens, vous arrivez à trouver dans les archives nationales ou départementales des pépites qui sont plus précieuses que l'or, qui sont des écrits ou des lettres, par exemple. Oui, des lettres ou des écrits, mais pas tout à fait mais vous savez, je prends un exemple. Intime et simple ou d'inconnu. Je prends un exemple. Moi, j'avais beaucoup travaillé dans les années 90 sur l'histoire du viol. Je crois que j'en avais parlé avec vous d'ailleurs. Et j'avais lu avec attention les dossiers de procédure. Or, qu'est-ce qu'on constate dans les dossiers de procédure? Qu'à partir des années, vous voyez, on retrouve les mêmes problèmes. À partir des années 1780, eh bien, on commence à voir dans les dossiers de procédure des lettres collectives qui sont écrites, par exemple, par des artisans, qui sont écrites par des marchands, et qui disent « nous avons vu l'agresseur. Et nous pouvons dire sur lui telle et telle chose. » Oui, c'est un peu la délation aussi. Hein. Non, bien sûr, mais ça renvoie à quelque chose qui est de l'ordre de la montée d'une sensibilité collective. Alors, Jeanne Fernet, ma collaboratrice, me signale que Freud et la psychanalyse ont marqué aussi un tourment et un tournant, gratté de plus en plus profond dans l'intimité et l'intériorité. Eh bien, justement, c'est intéressant parce que cela va à la recherche de celui qui a besoin de se confier. Mais aujourd'hui, toutes les sociétés redoutent des actes terroristes. Georges Vigarello, est-ce qu'il s'agit d'un nouveau type d'émotion? Je pense qu'il faut y répondre avec un double versant. Le premier versant, c'est le suivant. Nos sociétés, indiscutablement à mes yeux, sont de plus en plus sensibles. Ce sont des sociétés où... Fragiles? Par certains côtés fragiles. Des psychologies qui sont poussées à l'extrême de l'individualité et donc, quelque part, à l'extrême de la fragilité possible. Donc, du coup, il y a évidemment une immense sensibilité à l'égard de la violence. Mais l'autre versant, c'est quoi? Eh bien, ceux qui sont violents exploitent cela. Exploitent cela, par exemple, je pense à des cas très précis que d'emblée vous allez deviner, en exploitant des vidéos, en montrant des vidéos pour terroriser encore davantage les populations qui sont beaucoup plus sensibles qu'elles ne l'étaient. La terreur par la terreur. Voilà. Qui étaient beaucoup plus sensibles. Et comment on les maîtrise alors, ces émotions? Parce que c'est des émotions qui veulent être collectives. Alors, comment on les maîtrise? Je vais vous répondre de façon très simple. Je pense qu'on les maîtrise par des mœurs qui changent, d'abord. Hein, des mœurs qui changent malgré nous, si vous voulez. Mais on les maîtrise aussi par un immense travail éducatif. Moi, je crois fortement à l'éducation. Vous avez raison. Et oui. Et alors, elle a commencé très tôt. Et il faut la pour dire, vous regardez, mais oui, détachez-vous de ce que vous regardez, ou un regard critique. Il faut la commencer de façon intelligente, et il faut la commencer de façon qui soit raisonnable, qui n'inquiète pas non plus l'enfant. Et alors, on le voit aussi chez les écrivains d'aujourd'hui, mais comment vous définiriez, je mets des guillemets, le régime émotionnel d'aujourd'hui? Alors voilà, vous voyez, le mot régime émotionnel est très intéressant, parce qu'il renvoie à la manière dont se partage une communauté. Le régime émotionnel, aujourd'hui, à mes yeux, c'est un accroissement considérable de la sensibilité et une entrée dans le passionnel. Merci. Dépêchez-vous d'écrire le 3e volume. Oui, bien sûr. Vous viendrez avec Alain Corbin et Jean-Jacques Courtine, et c'est publié par le Seuil. Bibliothèque Médicis repère donc les écrivains, les historiens, les philosophes, les écoute, les encourage avec de multiples émotions de nature complètement différentes. Et propose en tout cas des confrontations intellectuelles, par exemple celle à laquelle vous avez assisté entre Emmanuel Fall et Alain Finkielkraut. Des confrontations qui imprègnent et qui marquent notre époque, qui ne s'intéressent pas seulement au passé, mais qui essaient, comme toujours à Bibliothèque Médicis, à partir du passé, d'éclairer ce que nous vivons aujourd'hui et peut-être notre avenir si nous savons en être les inventeurs et les maîtres. Merci. Merci à tous et à bientôt.
Bibliothèque Médicis vous a été présentée avec le concours des librairies Carrefour et Aéroports de Paris, Fondation Entreprise.